Ok, bonjour à toutes et à tous pour ce quatrième rendez-vous. Alors, ce matin, on a le plaisir d'entendre Clémentine Rubio. Et Clémentine est chercheuse à l'Université de Tours. Ses travaux portent sur l'histoire des politiques linguistiques et interrogent les rapports de domination au sein de cette histoire. Et si elle nous parle ce matin de Palestine, c'est qu'elle a réalisé sa thèse sur l'histoire de l'enseignement du français en Palestine et une recherche postdoctorale sur l'histoire du rôle des traducteurs au Levant. Elle travaille actuellement sur l'histoire géopolitique des circulations des personnes et des savoirs dans le champ du français langue étrangère. Merci beaucoup Clémentine et à toi la parole. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Je vais commencer par remercier les organisations qui ont préparé cette journée, la FLA, le DILTEC et le DILIS, et surtout merci beaucoup à Alice et Coraline pour leur aimable invitation. Je suis ravie d'être ici. Donc le nom de l'atelier qui était initialement prévu avec d'autres intervenants et intervenantes, c'était Discours de pouvoir, domination et territoire. Et à l'intérieur de cette thématique, j'avais proposé le titre suivant, qui est en plus petit en dessous, « Être chercheuse à Jérusalem, c'est quoi ce terrain ?» Donc l'idée pour moi, c'est de me servir d'une expérience de recherche qui portait sur l'histoire des politiques de diffusion du français en Palestine pour interroger les manières dont les chercheurs et les chercheuses construisent des recherches à partir de terrains minés. Terrain miné, c'est un terme de Giorgini Alberta, à l'époque qui définissait des situations où des lieux scientifiques et des lieux identitaires sont disloqués et agencés dans de nouvelles configurations. Mais ce terme, il a été élargi. Il a été repris, par exemple, dans une recherche sur les territoires palestiniens occupés par une chercheuse qui s'appelle Clio Chavneau. Et elle parle de terrains minés de manière plus large pour désigner, je cite, des lieux et des pays où la violence et l'instabilité marquent fortement les conditions d'enquête et où la position du chercheur peut être en conséquence difficile à négocier. Je voudrais aussi me servir de cette expérience de recherche pour interroger les manières dont les chercheurs et les chercheuses sont contraintes par des terrains qui sont délimités historiquement, politiquement, contraints dans leur accès à la connaissance, dans leur capacité à construire des connaissances, et puis interroger les manières dont les chercheurs et les chercheuses peuvent participer à constituer des territoires en objets, et à interroger les délimitations et les catégorisations de ces territoires. Alors, Jérusalem, c'est quoi ce terrain? C'est quoi Jérusalem quand on est chercheuse? C'est quoi être chercheuse quand on est à Jérusalem? C'est quoi être chercheuse sur Jérusalem? Mais dès que j'ai écrit cette phrase, je me suis dit, ça ne peut pas convenir. Je crois qu'on ne peut pas être chercheuse sur Jérusalem, plutôt chercheuse dans Jérusalem, parce que il y a quelque chose qui dépasse un peu à Jérusalem, qui déborde, qui nous subjugue, qui engloutit parfois aussi. Donc peut-être plutôt parler d'être chercheuse dans Jérusalem ou dans la Palestine. C'est quoi alors? Eh bien, tout dépend. Tout dépend de si on est israélienne, palestinienne de Jérusalem, palestinienne d'Israël, palestinienne de Cisjordanie ou de Gaza. Ça dépend si on est de la diaspora, ça dépend si on est juive, si on est musulmane, si on est chrétienne, si on n'est rien de tout ça. Et si on est française, donc. Est-ce qu'on sort de ces catégories? On y reviendra un peu plus tard. Ça dépend aussi d'où l'on vit. On n'est pas tout à fait chercheuse de la même manière à Jérusalem qu'on vive à l'est ou à l'ouest, qu'on vive dans la vieille ville. Et même dans la vieille ville, dans quel quartier? Est-ce qu'on est dans le quartier arabe? Mais le quartier arabe, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que c'est le quartier arabe chrétien, musulman? Toutes ces délimitations, elles vont avoir un impact sur notre manière de faire la recherche. Et le fait de faire de la recherche va interroger ces délimitations. Tout dépend également, et on y reviendra plus tard, du lieu où on travaille et pour qui on travaille. Est-ce que travailler pour la France, à Jérusalem par exemple, c'est neutre? Pour reprendre la question de la neutralité qui avait été posée en séance introductive. C'est surtout compliqué, donc on va essayer de démêler un petit peu tout ça pour vous donner une de ce que c'est pour moi de faire de la recherche à Jérusalem, sur Jérusalem ou dans Jérusalem. Donc le sujet de ma recherche, c'était l'histoire d'éthique de diffusion du français en Palestine au prisme des archives diplomatiques françaises.
la complexité des relations diplomatiques entre la France et la Palestine me pousse à contextualiser un petit peu pour m'assurer que vous restez avec moi. Et vous verrez que ces questions-là, diplomatiques, ont des conséquences assez directes sur la recherche. Alors, la France a des relations diplomatiques avec Israël et avec les territoires palestiniens. La France ne reconnaît pas Jérusalem comme étant la capitale d'Israël, du fait de l'annexion de la ville en 1967 par Israël, qui était contraire au droit international. De ce fait, l'ambassade de France en Israël n'est pas située à Jérusalem, elle est située à Tel Aviv. Comme c'était le cas jusqu'à très récemment de la plupart des pays d'ailleurs, la plupart des représentations diplomatiques étaient à Tel Aviv pour les relations avec Israël, jusqu'à ce que Trump brise le positionnement de principe et transfère l'ambassade américaine à Jérusalem. C'est ce qu'on voit sur la carte qui est à droite. La France a des relations diplomatiques également avec la Palestine, mais elle n'a pas d'ambassade auprès de la Palestine parce que la Palestine n'a pas été reconnue comme un État. Il y a donc un statut d'exception. Vous allez le voir. Donc là, c'est la carte des représentations diplomatiques et consulaires de la France. Je vais grossir la légende et puis je vais vous la dire parce que je ne suis pas persuadée que vous arriviez à le voir. Dans les symboles qui sont utilisés, il y a des symboles pour les ambassades, il y a des symboles pour les consulats, pour différents niveaux d'ambassade, et il y a un symbole unique pour le consulat général de France à Jérusalem. Ce symbole, il vient refléter le fait que le consulat général de France à Jérusalem, il s'occupe des relations diplomatiques, alors que ça n'est pas dans les fonctions normalement d'un consulat, hein, c'est vraiment une fonction des ambassades. Mes recherches portaient sur les archives de ce consulat, du consulat général de France à Jérusalem, et donc la spécificité de cette institution a beaucoup à voir avec mon sujet de recherche, avec mon statut de chercheuse là-bas. Là-bas, vous verrez, terme qui, avec ici, m'a beaucoup servi. Je reviendrai là-dessus par la suite. Et vous voyez la photo du consulat en bas. Donc, ça peut paraître à peu près clair. À Jérusalem, on a l'instance de relations avec la Palestine, ou les Palestiniens, plutôt pas la Palestine en tant qu'État, mais avec les représentants palestiniens. Et à Tel Aviv, on a l'instance de relations avec Israël. Mais le rôle d'un consulat, c'est normalement un rôle de représentation des ressortissants et des ressortissantes françaises à l'étranger, de l'étranger. Et le consulat de France à Jérusalem fait ça également. Donc au sein d'une même institution, on va avoir les relations diplomatiques avec les Palestiniens et les Palestiniennes, mais aussi la représentation des Français, qui inclut un nombre très important de franco-israéliens. Et par ailleurs, la position de principe de la France, c'est de ne pas reconnaître la souveraineté d'Israël sur Jérusalem. Mais de fait, de facto, Jérusalem est sous autorité israélienne. Par conséquent, la majorité des Palestiniens et des Palestiniennes ne peuvent pas se rendre dans cette ville. Et les Palestiniens et les Palestiniennes qui y vivent ont un statut d'exception. Je ne vais pas m'étendre, mais ils n'ont par exemple pas de nationalité pour la plupart. Donc évidemment, ça affecte la politique française, puisqu'elle s'adresse à des Palestiniens et à des Palestiniennes depuis une ville que ces derniers ne gèrent pas politiquement. Donc ça pose la question de comment on fait de la coopération culturelle, de la coopération linguistique par exemple, et dans une ville vers laquelle les personnes ne peuvent pas se déplacer. Et cela affecte également la politique de recherche, l'inscription politique de la recherche et donc la possibilité de faire la recherche, ce qui me semblait être un sujet important à aborder si on se demande si la linguistique est une discipline de combat. Donc cette position de principe de la France, qui ne reconnaît pas la souveraineté d'Israël sur Jérusalem, fait que toute institution française qui est située à Jérusalem est du ressort du consulat. Sauf le centre de recherche français à Jérusalem, où, bien sûr, j'ai eu la bonne idée de candidater et d'être reçue, tout à fait inconsciente, à l'époque de ma candidature, de ces frontières politico-académiques. Je me suis donc retrouvée, après avoir vécu en Cisjordanie, à Ramallah, dans la capitale économique des territoires palestiniens occupés, avec un sujet sur la Palestine, je me suis retrouvée à travailler dans l'institution de recherche française qu'on étiquette comme relevant des relations franco-israéliennes ou relevant de la recherche française sur Israël, même si c'est plus complexe que ça, et ça sera l'objet de la suite. Donc, consciente que ça peut paraître un peu abstrait, je vais essayer de détailler ce que ça peut signifier, ce que ça peut nous dire de la recherche et comment les recherches en linguistique viennent s'inscrire dans ce schéma. Pour illustrer la manière dont ces délimitations croisent des enjeux de recherche, je vais vous parler des entrées sur le territoire.
Donc, si certains ou certaines d'entre vous connaissent un peu le territoire, ou connaissent des personnes qui s'y rendent, vous savez peut-être que l'arrivée à l'aéroport est un moment majeur dans la vie des étrangers et des étrangères. C'est un des axes de recherche, par exemple, de Clio Chavenot, qui a travaillé sur les internationaux en Palestine. Comme vous voyez dans la diapo, là, en bas, c'est le titre d'un de ces articles qui s'appelle « It all depends on Ben Gurion ». Ben Gurion, c'est le nom de l'aéroport international d'Israël. Donc, si vous connaissez ce contexte, vous connaissez peut-être le système de notation des personnes en fonction de leur dangerosité potentielle. Donc, on met un numéro sur les passeports des personnes qui entrent et qui sortent du territoire. Et ce numéro, on ne sait pas ce que c'est quand on entre, mais certaines recherches maintenant montrent qu'elles définissent un degré de dangerosité. Donc, avant ma thèse, les séjours que j'avais effectués avaient nécessité que je dissimule une partie de ce que je venais faire. J'ai travaillé dans une mairie palestinienne, mais Israël n'accorde pas de visa pour ce type de séjour. Donc, c'était assez risqué pour moi de m'en ouvrir au personnel de sécurité. Et je devais donc soigneusement limiter, par exemple, la liste des villes dans laquelle j'allais me rendre. Je pouvais déclarer celles qui paraissent le moins problématiques, c'est-à-dire les villes qui sont traditionnellement visitées pour les pèlerinages, Bethléem, Nazareth, etc. Et puis éviter des villes perçues comme des foyers de résistance, Naplouse ou Hébron. Et même avec ces précautions, j'étais systématiquement notée comme une personne potentiellement suspecte, ce qui signifie que j'étais fouillée plus longtemps que d'autres, j'étais interrogée très longuement. Cependant, on m'a toujours laissé entrer et séjourner. Mon profil participe nécessairement de ça. Je suis une femme blanche qui voyage seule, donc ça peut me classer parmi des potentiels activistes, parce que ça fait pas vraiment touriste ou pèlerine, mais par contre, ça me place pas dans les potentiels terroristes, ce qui sera pas toujours le cas de collègues ou d'amis racisés, par exemple, ou portant un nom arabe. Avec ma thèse, tout ça a changé. D'abord, la raison de ma visite. Bien que mes recherches portent sur l'histoire des politiques linguistiques et didactiques françaises en Palestine, et précisément sur les enjeux politiques de l'enseignement du français, j'ai pris le parti de présenter mon travail comme une recherche sur French Language Teaching, l'enseignement du français. Ce qui est intéressant pour la thématique de ces conférences, c'est que toute question politique semblait alors écartée dans l'esprit des personnes qui jugeaient de ma dangerosité. L'enseignement du français n'était pas perçu comme problématique. Un premier sésame, c'était de dire que je venais, quand on me demandait le motif de ma visite, de dire « I do research », je fais de la recherche. Et le flou qui entoure ce métier semble plus dense encore en Israël qu'en France. La linguistique, la recherche en linguistique n'était pas perçue à l'aéroport comme une discipline de combat. Et puis, si on me demandait des précisions, je disais « I study the history of French language teaching here ». J'étudie l'histoire de l'enseignement du français ici. Et ce « ici » m'évitait de mentir, parce que mes recherches commencent en 1843, à l'ouverture du consulat. Les relations de la France à la Palestine et de la Palestine s'étendaient alors sur l'intégralité du territoire, qui a ensuite été divisé. C'est la déclaration de l'État d'Israël qui a résulté dans la division du fonctionnement diplomatique que je vous ai décrit plus tôt. Ce here, ce ici, je travaille sur l'enseignement du français ici, ça comprenait donc même l'espace de l'aéroport. À 15 km de l'aéroport, on a la ville de Ramleh, qui est une ville qui traditionnellement on enseignait le français depuis très longtemps. Et utiliser ce terme un peu large, ça me permettait d'éviter le mot en P, Palestine, qui pourrait déclencher le code rouge, et donc, encore une fois, des fouilles corporelles, des fouilles de bagages, voire un refus de visa, ou un renvoi en France. Donc, je précise quand même que ces traitements sont assez peu de dérangements si on les compare à d'autres traitements en Israël, en termes de restrictions de déplacement, de fouilles, etc. Mon statut de française me protège relativement. J'indique ces difficultés simplement pour caractériser ce terrain de recherche miné, pour reprendre le terme d'Alberta. Le second sésame, pour être caractérisé comme une chercheuse inoffensive, venait de mon adresse. Je vous ai dit tout à l'heure qu'être chercheuse à Jérusalem, ça dépend d'où on vit et d'où on travaille. Je n'ai jamais donné mon adresse de résidence parce qu'elle était située dans un quartier considéré comme étiqueté arabe, on va dire. Je donnais le nom de rue du CRFJ, du Centre de recherche français à Jérusalem, que vous avez ici. Le nom de cette rue, c'est Shimshon Street, et ça agit comme un sésame. C'est le côté ouest, c'est hébraïsé, et donc c'est un feu vert. Ici, la carte
C'est très difficile de choisir des cartes parce que là aussi, bien sûr, c'est politique, la cartographie est politique. Ça, c'est un zoom sur, disons, le centre de Jérusalem. Vous avez ici la ligne de démarcation qu'on appelle la ligne verte qui délimite le côté est. Donc ici, ça apparaît au nord pour vous, enfin disons en haut, mais ça, c'est le côté est parce que la ligne est très sinueuse. Ça, c'est le côté ouest. Vous voyez que le centre de recherche français à Jérusalem est juste à côté. Et en fait, il est à l'ouest, mais très près de la partie est de la ville. Alors, cette injonction à se définir, à entrer dans des cases, m'a profondément marquée. Je ressens d'ailleurs souvent un soulagement à mon retour en France de ne pas avoir à me définir autant, à peser ce que je dis de moi, à jauger qui est en face de moi et de quel côté de la ligne, justement, cette personne se situe. Mais c'est surtout dans les implications pour la recherche que ces découpages posent question. Et c'est ce qui me semble intéressant de continuer à discuter avec vous, toujours à partir de la thématique proposée pour cette journée. Alors, il a été posé en séance introductive une question à Philippe Blanchet et Daniel Pandel sur l'objectivité du chercheur. Et Jérusalem, c'est ce lieu où personne ne peut se prétendre objectif. C'est tellement complexe, les couches d'enjeux sont tellement nombreuses et épaisses. Non pas que je défende l'idée qu'on puisse être objectif sur d'autres terrains, je ne le pense pas, mais à Jérusalem, personne ne peut vraiment y croire. Comment n'être affecté ni par les enjeux politiques, géopolitiques, religieux, les enjeux raciaux, les enjeux de genre, les enjeux territoriaux, linguistiques, culturels, qui pourraient prétendre être neutres ou objectifs dans ce terrain miné-là. Et alors, de quelle manière l'organisation des lieux de recherche va venir, là aussi, peser sur, ou contraindre, on va dire, les chercheurs et les chercheuses. Il y a 2 institutions françaises de recherche à Jérusalem. Voilà. C'est ce qu'on appelle des UMIFRE, Unités mixtes des instituts français de recherche à l'étranger. Donc les UMIFRE, c'est 27 centres de recherche avec différentes antennes, c'est réparti dans 40 pays sur tous les continents. Et ce sont des instituts de recherche qui sont placés sous la co-tutelle du ministère des Affaires étrangères et du CNRS. Donc ils sont à la jonction de la politique académique et de la politique étrangère, ce qui est un peu le cœur qui était aussi le cœur de mon travail de recherche. Donc, comme je vous disais, c'est compliqué de trouver des cartes qui conviennent politiquement à ce qu'on veut expliquer. Donc, j'ai pas trouvé une qui inclut l'IFPO, que vous avez ici. Donc, le CRFJ, je vous ai dit, près de la ligne verte. En jaune, ici, c'est le Consulat général de France à Jérusalem, qui est à l'est. Et puis, l'Institut français du Proche-Orient, qui est à l'est de la ville. Donc, le Centre de recherche français à Jérusalem, où j'ai été accueillie, a été fondé en 1952 par un archéologue. C'est un des plus anciens centres de recherche. Et dans les thématiques qui sont présentées sur le site, par exemple, vous avez archéologie du Levant, histoire, tradition, mémoire, et israélien-palestinien, espace, société, institutions et culture contemporaine. L'IFPO, l'Institut français du Proche-Orient, ces statuts disent ça vise à maintenir en France un niveau d'excellence dans la recherche sur le Moyen-Orient et à développer des synergies transnationales et interdisciplinaires pour les relations scientifiques et intellectuelles. On voit clairement dans ces statuts-là de l'IFPO le double objectif académique et de relations internationales. Alors pourquoi ces 2 centres de recherche dans une même ville? L'IFPO est arrivé en fait en 2012, assez tardivement, et ça a fait suite à la fermeture de l'antenne de Damas, qui est liée à la situation politique en Syrie. Donc historiquement, l'IFPO est vraiment tourné vers le monde arabe, mais il y a aussi une forte tradition archéologique. Donc on peut penser que pour justifier la présence de 2 centres de recherche, 2 instituts de recherche dans une même ville, qui ont au cœur de leur tradition l'archéologie, il faut poser une frontière, savoir qui travaille sur quoi. Et cette frontière, en fait, elle va rester floue. Et c'est peut-être mieux comme ça. Quelle est la différence entre ces centres? Est-ce que c'est sur les disciplines concernées, d'un côté des études plutôt études juives et hébraïques, et d'autres des études sur le monde arabe? Ou est-ce que ces frontières, elles concernent les chercheurs et les chercheuses, les personnes qui y travaillent, à quelle identité appartiennent ces chercheurs, vers qui ils se tournent? Évidemment, la délimitation, Israël-Palestine ou hébraïque-arabe, elle peut poser problème pour étudier certains phénomènes. Parce que c'est une délimitation qui ne peut pas prendre en compte certaines caractéristiques communes de ces catégories.
hébraïque et arabe ne s'opposent pas nécessairement. Israël et Palestine, ce sont des termes qui, dans leur sens politique actuel, sont très récents. Donc cette frontière, qui est tracée, elle pose des questions pour toutes les catégories et elle porte un sens évident dans l'affiliation des chercheurs et des chercheuses, dans leurs objectifs et dans les conséquences de leurs recherches. Pour vous donner un exemple institutionnel, il existe une frontière des partenariats. Les partenariats du CRFJ, où j'étais reçue, officiellement ne peuvent inclure que des institutions en Israël ou à l'étranger. Il n'y a pas de partenariat officiel avec des instances palestiniennes. Bon, même si je pense qu'il y a des travaux qui se font en bonne intelligence avec le côté palestinien, mais ça ne peut pas être officialisé. Il ne peut pas y avoir, il me semble, de signature officielle. Alors ça pose des questions, par exemple, si on travaille sur de l'archéologie, quel sens a une instance palestinienne contemporaine pour travailler l'archéologie? Mais bien sûr, c'est porteur de sens pour la recherche parce que l'archéologie, par exemple, puisque c'était ce dont je parlais, est éminemment politique partout, mais très fortement dans cet espace là-bas. Jérusalem, c'est une ville dont la souveraineté est toujours contestée, c'est un millefeuille de couches archéologiques. Donc, selon qu'on cherche à prouver la présence ancestrale de tel ou tel peuple, par exemple, on va creuser toujours plus profond. Si on veut prouver la présence ottomane, on va creuser un peu. Si on veut prouver la présence mamelouk, on creusera un peu plus loin, romaine un peu plus loin, etc. Bon, il y a beaucoup de travaux sur ces questions. Je vous les ai pas mis là, mais il y a des travaux, par exemple, de Jean-Pierre Payot qui s'appelle « La guerre des ruines, archéologie et géopolitique », si ça intéresse certains. Et donc, on peut se poser la question de la linguistique dans ce terrain miné. Ce qui est venu s'ajouter pour moi à ces frontières, c'est que les UMIFRE, les Instituts français de recherche à l'étranger, sont des organes de politique de diffusion scientifique, donc d'influence. Et donc, mon objet de recherche et mon lieu de recherche se sont retrouvés en collusion et parfois en confrontation. C'est posé alors la question pour moi du point de vue depuis lequel je parle et de la légitimité à faire de la recherche à Jérusalem ou dans ce centre de recherche, dans un espace qui est saturé de sens, pour reprendre les termes de Vincent Lemire. Alors, ma légitimité, ça fait écho aussi au titre de l'atelier qui avait été proposé sur domination des territoires. J'ai ancré ma légitimité en choisissant de travailler non pas sur le territoire de Palestine, mais sur le regard français sur la Palestine. Je ne veux pas dire par là que d'autres chercheurs non palestiniens ne seraient pas légitimes à travailler sur la Palestine ou que tout Français, toute Française est légitime à parler de la France, mais c'est autour de ce positionnement que je me suis construite une légitimité. Elle n'est pas seulement acquise du fait d'être français. J'ai choisi de travailler sur le regard français aussi parce que c'est là que je me ressens un rôle. Encore une fois, pour revenir à la question de la discipline de combat, je me sens un rôle en tant que citoyenne française, en tant que chercheuse française. Donc, Philippe Blanchet, en séance introductive, parlait de son rôle en tant que salarié de la fonction publique, un rôle de retour au public. Peut-être pour donner quelques éléments biographiques, en tout cas, c'est à partir de ces éléments biographiques que je me suis construite cette légitimité. Et je me suis dit que ce serait intéressant à partager aujourd'hui pour cette conférence. Je suis née après le processus de décolonisation, après la guerre d'Algérie, bien après la fin des théories raciales institutionnelles, mais dans une société qui est encore profondément marquée par la colonisation, par les théories raciales, par la Seconde Guerre mondiale aussi. Et donc, je fais partie d'une génération, une partie de ma génération voit d'un œil suspect le patriotisme exacerbé, se questionne sur le néocolonialisme. Donc, sans que l'histoire coloniale ne me soit assez contemporaine pour que je m'en sente directement responsable, je suis née dans une génération qui vit cette histoire comme un épisode de notre histoire qu'il importe de ne pas occulter et même qui endosse une responsabilité, non de l'histoire coloniale, mais de ce qui vient ensuite, de ce qu'on en fait. Donc ces éléments ne sont pas forcément généralisables d'ailleurs une génération, mais ils sont importants à mon avis pour comprendre que je considère me situer à la fois assez loin et assez proche de ce passé colonial pour en écrire l'histoire. Edward Said, qui est un historien, un universitaire plutôt états-unien d'origine palestinienne, qui est fondateur des études qu'on appelle postcoloniales, dit la phrase suivante: si
l'histoire ou l'exploration historique, c'est un moyen d'appréhender si le passé est vraiment passé, mort et enterré, ou s'il continue sous une autre forme différente peut-être. Pour reprendre les termes de Françoise Vergès dans une conférence qu'elle a donnée sur la pensée décoloniale, c'est pas forcément être ou se sentir responsable, mais cette histoire, elle nous parle, on la vit. En tout cas, elle fait partie du monde dans lequel je vis, elle fait partie de moi. Je vis dans un monde qui a été modelé par ça. Alors peut-être que vous vous demandez pourquoi je parle de colonialité pour aborder la Palestine et les relations linguistiques. Et je vais finir sur ce dernier point. J'ai parlé du rôle, de la responsabilité de la chercheuse de questionner les lignes et frontières géographiques, historiques, théoriques, disciplinaires, parce que ces frontières, elles dessinent un nous et un eux qui me semble problématique de ne pas déconstruire, même s'il y a évidemment un intérêt certain à délimiter, à poser des catégories, mais je crois que c'est important aussi de ne pas s'y oublier. Lorsque je présente mes recherches, le mot Palestine est un véritable aimant. C'est ce qu'on retient, c'est comme ça qu'on me présente, parce que le terme Palestine est chargé de sens, il est chargé d'imaginaire. En réalité, comme je le disais tout à l'heure, mon sujet porte davantage sur la France, sur son rapport à l'autre, à travers le cas d'étude de la Palestine, qui a des singularités, mais qui nous apprend aussi sur la politique de diffusion plus largement. Est-ce que vous me voyez toujours ? C'est bon, je crois. Le cœur de cette recherche visait donc justement à questionner la construction de cette altérité, de cet autre dans la politique de diffusion du français et ce que ce mode de relation à l'autre porte comme enjeu politique. Bien que ce soit sur ce mode de relation et plutôt depuis le point de vue français que je travaille, le mot Palestine agit comme un aimant également parce qu'on ne sait pas bien dans quelle case inscrire cette dualité France-Palestine, Palestine-France. On a des cases pour France-Algérie, Algérie-France, pour Sénégal-France, France-Sénégal. Des cases qui posent d'autres problèmes. Hein. Et on a des cases aussi pour plus proche géographiquement, pour France-Liban par exemple. Mais quelles cases on a pour Palestine-France? Ce duo-là n'est pas caractérisé. Pour donner un exemple historique de ça, je voudrais vous présenter une note de synthèse qui date de 1994, que j'ai trouvée dans les archives diplomatiques. Elle est particulièrement intéressante pour comprendre le type de relation qui est maintenue entre la France et le territoire palestinien. Donc, c'est une note qui a été transmise à l'occasion de la réforme des institutions de la Direction générale des relations culturelles, scientifiques et techniques du ministère des Affaires étrangères. Hein. Donc, on voit là encore le point de rencontre entre politique scientifique et affaires étrangères. C'est une direction au sein des affaires étrangères dirigée vers les relations culturelles et scientifiques. Et cette note de synthèse, elle découpe le Proche et le Moyen-Orient en fonction du type de coopération établir. Donc la Palestine, qui est sous le nom de Jérusalem, elle est incluse à la liste des pays où, je cite, où la France a exercé une influence intellectuelle qui peut encore servir de substrat à notre coopération. Elle n'est pas dans les pays historiquement d'influence britannique où notre culture ne peut prétendre s'appuyer sur un passé culturel, comme l'Arabie Saoudite, le Koweït et le Qatar, hein, bien que la Palestine ait été sous mandat britannique et pas français. On comprend que par cette catégorisation institutionnelle, les territoires palestiniens sont, comme l'Égypte, la Syrie et l'Iran, ni dans une sphère d'influence francophone la plus proche, ni tout à fait considérés comme appartenant à une sphère anglophone. Donc s'intéresser à l'histoire des politiques linguistiques, ça permet de poser ces questions de relations de pouvoir, pas seulement à l'intérieur d'un État, comme on a l'habitude de traiter souvent les politiques linguistiques, mais pas uniquement, mais aussi de s'intéresser aux interventions des États hors de leur territoire de souveraineté. Autrement dit, penser la géopolitique des langues, ça permet de poser la question des stratégies d'un État à agir sur la réalité linguistique d'un territoire qui est hors de sa sphère de pouvoir officiel. La France n'a pas de légitimité administrative à intervenir en Palestine sur toute la période que j'ai étudiée, hein, qui allait de 1843 à 2000, puisqu'il n'y a pas eu de mandat français en Palestine, même si celui-ci a été longtemps considéré comme devant naturellement revenir à la France. Et donc, sans légitimité administrative, la France justifie son action par des arguments symboliques qu'on connaît bien, hein, reposant sur une supériorité, une universalité de la langue française.
L'intervention de la France en Palestine est vraiment des Français, ou un intérêt qui serait clinique, l'influence. Elle est plutôt présentée dans de valeur d'une stabilité. Et l'effort de cette caractérisation, de la française, les liens entre recherche, je note, est-ce que je coupe ma caméra, ça ne capte plus? Essaye une petite minute, mais il y a eu une période d'assurage. Essaye une petite minute de plus, et si ça continue, effectivement, il va falloir couper la caméra. Merci Clémentine. J'ai fini. C'était mon dernier propos, j'ai fini. Alors j'essaye, et puis s'il faut, je peux répéter. Le fait de caractériser l'élection française, c'est une manière de resituer les liens entre recherche, territoire, pouvoir et langue, pour essayer de définir si l'action française, ça relève par exemple d'un expansionnisme linguistique, d'une diplomatie linguistique, d'un impérialisme linguistique ou d'un interventionnisme linguistique. Et donc ça nous amène à interroger les usages de la langue dans les relations de pouvoir. Voilà, je vais m'arrêter là pour avoir du temps pour les questions peut-être. J'espère que vous avez pu entendre au moins une bonne partie. Oui. C'est peut-être juste sur la fin, tes dernières phrases étaient un peu assurées, mais je pense que le restant, c'était tout à fait audible. Merci beaucoup, Clémentine. Alors, n'hésitez pas, comme d'habitude, à poser vos questions sur le chat et on les transmettra à Clémentine pour la discussion. Je vais juste mettre à jour si une série de questions ont déjà été posées. Hop. Ok. Alors, peut-être que je vais entamer en attendant que les messages arrivent sur le fil de discussion et que je puisse te transmettre les questions. Déjà, merci beaucoup pour cette présentation, Clémentine, et merci d'avoir vraiment pris à cœur de reprendre cette problématique par rapport à ton positionnement et ton positionnement engagé. J'aurais une première question parce que tu reviens sur cette construction au fur et à mesure d'un positionnement par rapport à ton territoire. Est-ce que tu dirais qu'il t'a été imposé ce positionnement-là au vu de, disons, de ce que tu as pu constater lors de ton séjour, avant ton séjour de recherche, ou est-ce que tu fais plutôt le lien avec les questionnements post-coloniaux que tu évoquais au milieu de ta présentation? Je pense qu'il y a un peu de tout ça. Quand j'ai travaillé, j'ai été chargée des relations internationales dans une mairie palestinienne, à Ramallah. Donc, je travaillais vraiment au sein d'une institution politique dans les relations avec la France et avec d'autres pays. Donc, nécessairement, j'avais ces questions des relations internationales, des rapports de pouvoir, de qui se place où sur l'échiquier géopolitique. Je l'avais déjà parce que, comme je le disais, peut-être la génération à laquelle j'appartiens, mais aussi mon parcours avant, militant, etc., je rentre pas dans le détail, influence, mais aussi le fait de travailler au cœur de cette institution palestinienne, ça a un peu confirmé les questionnements que j'avais. Et en parallèle, je donnais des cours de français qui étaient dans le cadre de la coopération décentralisée franco-palestinienne. C'était un partenariat entre une ville palestinienne et une ville française. Donc, dans le même temps, j'avais ces deux emplois, un qui était clairement dans les relations politiques entre villes, et un qui était dans l'enseignement des langues, mais vraiment empreint aussi de questions politiques. C'est pour ça que j'ai gardé, c'est là qu'est née mon idée de recherche, mon sujet de recherche, il est né de des liens, des parallèles que je pouvais voir entre les politiques linguistiques et puis les politiques internationales. Et je me permets une deuxième question pour préciser quelque chose que tu nous as dit tout à l'heure. Tu nous disais que la linguistique appliquée ou les recherches sur le français de manière plus générale n'étaient pas perçues comme quelque chose qui pouvait être politique. Est-ce que tu pourrais développer ce point et pourquoi est-ce que selon toi il n'y a pas d'engagement perçu de l'extérieur en lien avec les recherches sur la langue? Alors, le contexte dans lequel je disais ça, c'était dans les contrôles à l'aéroport. Hein, donc, bon, peut-être par méconnaissance aussi de ces sujets-là. Parce qu'après, par contre, dans les recherches que j'ai faites, les entretiens que j'ai menés auprès du consulat,
ces liens, enfin, il y a une conscience de ces liens, disons au niveau politique, enfin, dans les niveaux les plus, les personnes qui encadrent la diffusion linguistique en Palestine, en tout cas au consulat. Par contre, c'est vrai que chez les enseignants, les enseignantes et chez les inspecteurs et inspectrices que j'ai rencontrés, la question politique n'était pas forcément très présente. On voyait vraiment plutôt l'enseignement du français comme... en fait, aussi parce que l'histoire est méconnue, c'est aussi pour ça que j'ai fait ce sujet de thèse, il y a un peu l'impression que c'est récent que le français est enseigné en Palestine, ou alors que c'était simplement chez les communautés chrétiennes, et de fait c'est beaucoup dans les écoles chrétiennes que le français était enseigné, mais il n'y avait pas uniquement les communautés chrétiennes qui allaient dans les écoles chrétiennes. Donc on voit ça plutôt comme il y avait des communautés chrétiennes qui enseignaient le français et on ne connaît pas l'histoire politique de ces communautés chrétiennes. Pourquoi elles sont arrivées là? Qui les a soutenues? Quel a été le rôle du consulat vis-à-vis de ces communautés? En fait, tout ça, c'est une histoire qui n'avait pas été écrite pour la Palestine. Ça existe pour d'autres territoires, pour le Liban notamment. Donc je pense que ce manque d'histoire, ce manque de connaissance des liens entre le pourquoi de la présence du français dans certains territoires et le fait que le français n'est pas juste là, il est là aussi parce qu'il y a une politique volontariste d'amener le français jusqu'à ces territoires. Et ça fait que ça coupe en fait la diffusion du français, ça la coupe de ses dimensions politiques. J'espère que j'ai répondu à ta question, Alice. Oui, complètement. Alors, il y a une question sur le chat qui te dit « Si l'on considère le point de vue de la formation des futurs chercheurs, peut-on préparer au défi de ce type de terrain miné ?» Et une deuxième question qui suit celle-là, quels sont les éléments nécessaires à aborder en amont sur le rôle du chercheur en terrain miné? Merci, c'est une très bonne question. Je pense que c'est vraiment important de préparer, vous avez raison. Comment on prépare? Ça ne sera pas forcément la même chose d'un terrain à l'autre. Là, il y a beaucoup de spécificités à la Palestine, mais j'imagine qu'on peut se poser des questions similaires pour des pays en guerre ou pour des pays à forte tension sociale ou politique. À mon avis, le fait d'avoir, par exemple, une institution de référence sur place, c'est extrêmement important. Moi, ça m'a apporté beaucoup. Le fait d'être, par exemple, accueilli par le Centre de recherche français à Jérusalem, donc bien que ça soit en décalage, l'étiquette que porte ce centre, ça soit en décalage avec mon travail, ça m'a apporté des regards très différents sur mon travail. C'est des centres qui sont souvent interdisciplinaires, donc ça permet d'avoir le regard d'un sociologue, d'un anthropologue, d'un archéologue, d'une ethnologue, etc. Mais aussi, c'est des gens qui connaissent. Dans les UMIF, les personnes peuvent avoir des contrats de 2 à 4 ans, et puis il y a des personnes qui sont là au plus long cours. Donc, des personnes qui vont savoir vous renseigner sur à la fois les démarches, un peu comment on se débrouille administrativement, où est-ce qu'il faut vivre, où est-ce qu'il ne faut pas vivre, qu'est-ce qu'il faut faire, et puis qui vont vous accompagner dans ces questions-là. Donc, je dirais que la meilleure préparation, c'est de ne pas partir tout seul. Bien sûr, il y a les lectures, se renseigner auparavant, voir s'il y a déjà des travaux sur ces terrains et sur ce que c'est que de faire de la recherche sur ces terrains, des travaux un peu méta, mais aussi et surtout d'avoir des institutions de rattachement pour pas être seul et en danger, par exemple, quand c'est des pays vraiment où il pourrait y avoir des dangers, mais aussi pour être un peu... pour bénéficier de l'expérience de chercheurs plus expérimentés au sein de ces configurations qui peuvent être problématiques pour la recherche. Alors, il y a une question de Maud Vado qui dit « Bonjour, il me semble qu'il existe à Ramallah un centre culturel franco-allemand. J'avais failli faire mon stage de M2 et j'avais à l'époque été assez surprise de cette alliance qui m'avait semblé inhabituelle. Avez-vous des éléments à ce sujet ? Quels éléments de politique linguistique, de diffusion culturelle ont amené à cette création ? » Alors, l'Institut français, le centre, le CCF, Centre culturel français, et qui est désormais franco-allemand. Alors, quand il a été, pour moi, monté dans les années 90, celui de Ramallah,
C'était d'abord un centre culturel français, simplement français, et ensuite c'est devenu franco-allemand. Alors moi, il me semble, mais je ne l'ai pas inclus dans ma recherche parce que je crois que justement, c'est devenu franco-allemand après les années 2000, et comme je travaillais sur des archives, les archives n'étaient pas disponibles après, donc j'ai pas travaillé sur le moment où il y a eu cette rencontre. Il me semble que c'est pas le seul cas, mais là, je dis pas ça à partir de ma recherche, mais de mon expérience, parce que j'ai pas mal fréquenté ce centre culturel qui avait une bibliothèque intéressante. Et il me semble qu'il me disait qu'il y a d'autres endroits dans le monde où il y a cette association. En tout cas, je sais qu'elle est considérée comme très importante. Là, récemment, il est en rénovation, et ils ont vraiment à cœur de travailler encore plus en profondeur leur partenariat, parce que pour l'instant, c'était surtout un lieu où les deux missions de diffusion étaient présentes, et ils organisent des événements en commun, mais pas forcément, la diffusion n'est pas forcément pensée ensemble, par exemple. Et j'ai l'impression, en tout cas dans les annonces que j'ai pu lire, que désormais il y a un attachement à travailler encore plus en collaboration. Mais je connais pas l'histoire du moment où ça a été mis en commun. C'était d'abord une antenne un centre culturel français quand ça a été créé. Une recherche à venir. Il y a une autre question de Marisa Cavalli qui exprime un doute et qui dit: est-ce qu'en politique linguistique, tout terrain n'est pas essentiellement miné? Est-ce que c'est pas une question de degré? Si on s'intéresse aux questions politiques, de toute façon, oui, je suis d'accord. Bon, là, miné, il y a vraiment l'idée de conflits. J'imagine qu'il y a des situations de politique linguistique qui sont complexes. Il y a toujours des enjeux, il y a toujours des rapports de pouvoir, mais où il n'y a pas forcément de conflit ouvert. Donc, c'est sûr que ça va être une question de degré. Là, en l'occurrence, à Jérusalem, par exemple, la question linguistique dans le conflit israélo-palestinien est très lourde de sens et de conséquences. Donc, si, bien sûr, à partir du moment où il y a le mot politique, bien sûr que ça implique de faire attention en tant que chercheur. Ça veut dire que le sujet peut être complexe, que ça peut être sensible pour certaines personnes. Après, là, vraiment, dans l'expression de terrain miné tel qu'il avait été employé, on parle plutôt de situation de conflit violent, on va dire. J'aurais une autre question par rapport à la diffusion de ces recherches, parce que concrètement, tu nous parles du poids que tes recherches peuvent avoir sur un terrain, et du coup de l'interrogation sur ce poids-là. Mais concrètement, comment est-ce que tu fais ensuite pour diffuser ces recherches, pour qu'elles aient, pour les rendre aux personnes avec lesquelles tu as pu travailler, et quelles actions tu as pu mettre en place pour faire connaître tes recherches sur les terrains sur lesquels tu as pu intervenir? Alors pour l'instant, principalement, c'est auprès d'agents français de la diffusion du français que j'ai pu avoir des missions, on ne va pas appeler ça d'expertise, mais de présentation un peu de ces enjeux, de ces résultats de recherche. Et c'est intéressant parce qu'à chaque fois, c'est la même chose. Donc c'est des agents qui, typiquement, sont là depuis 2-3 ans maximum sur le terrain. Donc, c'est un terrain très complexe à comprendre. La Palestine, c'est vraiment... rien n'est simple. Quand je vous disais les cartes, c'est compliqué. C'est que toute carte manque un morceau des restrictions de mouvement, des colonies. C'est assez complexe à comprendre. Donc, à l'intérieur de ça, je pense qu'il n'y a pas forcément un temps important qui est dédié à comprendre l'histoire du français sur place. Et donc, les personnes sont toujours assez surprises de découvrir l'ancienneté du français sur place, l'ancienneté des politiques de diffusion du français en Palestine. Et dans le futur, si je continue à travailler sur ces questions, j'aimerais aussi pouvoir faire des interventions du côté des institutions palestiniennes, donc en particulier des universités dans la formation des futurs enseignants de français en Palestine. Mais ça sera pour un jour où on aura le droit de prendre l'avion et se rendre dans des pays. Les connexions étant pas forcément... les visios pourront être possibles, mais pas forcément à privilégier. Il y a une autre question, Clémentine,
sur le chat d'Isabelle Petiot qui dit « Merci pour cette présentation très dense. Pourquoi vos questionnements, vos recherches s'arrêtent en 2000 ?» Si j'ai entendu correctement la date et si c'est le cas. Et elle voudrait connaître une évolution récente de vos questionnements sur ce terrain en synthèse rapide. Alors, donc ça c'était mon travail de thèse. Pour la thèse, j'avais effectué quelques entretiens et j'ai travaillé sur les archives diplomatiques. Donc, bon, pour les archives déjà, il y a des restrictions. On n'a pas accès aux archives. Normalement, on a accès aux archives après 25 ans, voire après 50 ans si les archives mentionnent des individus, pour pas qu'on ait des informations sur des personnes a priori encore vivantes. Donc moi j'ai eu quelques dérogations pour avoir accès à des archives récentes. Voilà, ça m'a demandé d'assurer du fait que j'allais ne pas préciser certains noms, j'allais utiliser que certaines informations. On m'a donné des archives partielles et ça j'ai réussi à avoir jusqu'à 2000. Et j'ai choisi de ne pas inclure les entretiens et de ne pas aller au-delà de 2000 parce que c'est un territoire où la situation est très instable. Donc parler jusqu'à 2015 par exemple. On peut arriver en 2017 et que la donne soit complètement différente, en 2018 et que tout ait changé. Donc finalement, je dirais que l'histoire, elle est trop instable et pour pouvoir affirmer quoi que ce soit sur une période trop récente. Et puis, en arrivant dans les années 2000, c'est aussi une période dans l'histoire des institutions palestiniennes qui faisait sens. Ça clôt la période d'institutionnalisation de l'autorité palestinienne. Il y a des accords de la France avec l'autorité palestinienne. La France signe des partenariats avec le ministère de l'Éducation nationale palestinienne pour enseigner le français. Donc c'était aussi une période qui faisait sens par rapport à la politique française. Pour la politique actuelle, ça dépendra un peu sur quel axe ça vous intéresse. Le français est présent il y a un programme qui s'appelle les écoles pilotes. Le français est présent maintenant de plus en plus tôt dans les écoles primaires, donc c'est un programme qui est important pour la France. On a toujours un grand nombre d'instituts français. Le français est présent dans presque toutes les universités côté palestinien. Voilà, ça dépendrait un peu de ce qui vous intéresse sur la situation actuelle. Alors, et je voudrais te poser une toute dernière question qui est un peu intéressée. On pourrait se dire que les personnes qui travaillent sur l'histoire, même si c'est de l'histoire de la politique linguistique, c'est quand même des personnes pas très engagées, quoi. Au sens où c'est pas des personnes qui vont révolutionner les situations actuelles, on pourrait se dire ça. Alors pourquoi est-ce qu'à ton avis, quand on travaille sur l'histoire, et en particulier sur l'histoire de la politique linguistique, on peut être un chercheur engagé? Qu'est-ce que ça veut dire de travailler sur des questions historiques et d'être malgré tout un chercheur engagé? Quelle question surprenante, Alice. Je sens que les historiennes du français langue étrangère cherchent une légitimité aussi. On pourrait dire l'inverse. On pourrait dire que de s'intéresser seulement au présent, c'est se désengager, en fait. Parce que, typiquement, qu'est-ce que ça... Sur le cas de la Palestine, si je prends un exemple concret, qu'est-ce que ça fait, ce manque d'histoire? Ça fait qu'on n'interroge pas des discours comme le français est en perte de vitesse depuis quelques années, ou les Palestiniens ont toujours voulu apprendre le français et ont toujours aimé le français, ou ce que je vous disais, ce sont les communautés chrétiennes, les congrégations chrétiennes françaises qui ont apporté le français. Donc ça permet aussi de poursuivre une action sans l'interroger. Le fait de ne pas s'interroger sur l'histoire, ça permet de poursuivre une action, de rester sur une impression de légitimité du français sur place. Et je ne dis pas qu'il est illégitime d'enseigner le français en Palestine, mais c'est important de comprendre comment le français est arrivé, quelles ont été les décisions prises depuis la France, les aides aux congrégations, l'arrêt des aides à d'autres congrégations pour implanter le français. Encore une fois, avec cette question de quelle légitimité de la France, dans le sens, la France n'est pas mandataire sur le territoire. Donc comment, c'est intéressant de comprendre comment des États étrangers changent la réalité linguistique, parce que ça change la réalité scolaire.
récemment, pour répondre peut-être justement à la question de quelle est la situation récente. Je crois que ça n'a pas donné lieu vraiment à des transformations profondes, mais la Turquie avait lancé des accords pour inclure le turc dans toutes les écoles palestiniennes. Donc là, on a un État extérieur qui vient et qui va potentiellement changer la réalité linguistique d'un territoire. Et le territoire prend des décisions aussi quand il existe, quand il y a une autorité. Mais là, on parle aussi la Palestine, c'est aussi un territoire où on n'a pas d'instance forte. L'État n'est pas un État fort. Il a une marge de décision qui est assez faible. Donc, c'est important de comprendre qui sont les acteurs extérieurs, les donneurs d'ordre aussi, qui influencent la situation. Et ça, c'est très difficile à comprendre si on prend une photographie juste, par exemple, en 2020. C'est ce que j'expliquais sur pourquoi je me suis arrêtée à 2000. En fait, c'est très difficile de comprendre les choses quand on est le nez dans la situation actuelle. Et ça fait du bien de prendre du recul sur des situations aussi complexes parce qu'on voit des grandes tendances qui n'ont pas forcément changé, quand bien même la situation, le conflit est très intense et modifie la donne si on regarde vraiment sur la situation récente. Donc l'histoire, elle vient amener ça, elle vient amener les enjeux sur le temps long, elle vient pointer du doigt des stratégies au long cours et donc des idéologies aussi d'État. Merci Clémentine. Il nous reste une dernière question et on a encore quelques minutes avant de se quitter. Donc c'est Danilo Bomilcar qui te remercie et qui a une question sur la fin de ton intervention parce qu'effectivement ça a pas mal coupé sur la fin. Il te dit: si j'ai bien compris, une des questions qui t'intéresse était le rapport à l'altérité France-Palestine vis-à-vis de la diffusion de la langue. Tu as cité quelques genres de rapports, domination, impérialisme, etc. Comment est-ce que tu es arrivé à ces catégories? Par une observation ou alors est-ce que tu es plutôt parti de lecture et d'un cadre théorique spécifique qui t'a permis d'arriver à ces catégorisations? J'ai fait tout un... C'est beaucoup... Enfin, je dirais, c'est un peu tout ça. C'est en croisant des lectures. En fait, j'ai un peu fait un travail à partir des données que j'avais dans les archives, à partir de ce que j'ai compris, ce que j'ai construit ma compréhension du territoire, de ce que j'avais vécu là-bas et des archives diplomatiques dont j'ai pris connaissance, j'ai un peu cherché ces catégories et je les ai travaillées pas à pas, vraiment. Pour le coup, ça reste dans ma thèse et je pense que c'est aussi dans l'ouvrage qui va paraître, de me dire, OK, si on prend le temps de se dire, est-ce que c'est de l'expansionnisme? Est-ce que c'est de l'impérialisme? Est-ce que c'est du colonialisme? Est-ce que c'est de l'interventionnisme? À chacune de ces catégories, j'ai essayé de me poser et de torturer un peu ces termes pour voir ce qui me semblait caractériser le mieux la situation, la relation, le mode de relation entre la France et la Palestine. Donc ça a été un peu, oui, c'était vraiment de la mise à l'épreuve de notions. Ça a été un travail assez long, mais qui m'a semblé vraiment important parce que, comme je disais, j'ai l'impression que ce territoire, mais certainement que ce serait à mettre en comparaison avec les relations avec l'Égypte ou l'Iran, d'autres territoires là, qui correspondent au même type de relations d'après le ministère des Affaires étrangères. J'ai l'impression que les catégories n'existent pas parce qu'on a du mal à caractériser cette relation. Quand c'est pas des anciennes colonies, mais qu'on a une forte présence française depuis longtemps, qu'il y a eu des efforts de diffusion depuis longtemps, qu'il y a une élite francophone importante, on n'a pas trop de catégories. Mais comme on n'a pas de catégories, par exemple, et c'est un autre travail à faire, pour France-Syrie, parce que Syrie, ça a été un mandat français, mais par exemple, dans les catégories de la France, là, dans la note de la DGRCST, la Syrie est n'est pas avec le Liban, si je me souviens bien. Voilà, la Syrie, elle est comme la Palestine, bien que ça ait été un mandat français. Et ça, la relation franco-syrienne, on a du mal aussi à lui mettre une étiquette. Donc je trouve que pour ce type de dualité, c'est vraiment intéressant de venir confronter des catégories qui ont été pensées pour des relations qui sont déjà un peu plus travaillées.
Il nous reste vraiment juste 3 minutes et il y a une dernière question que je voudrais te lire, mais ça va être la toute dernière promis. C'est une question de Mara Laura Ibrahim qui te remercie pour une présentation émouvante et elle insiste sur le terme émouvante. Et elle te pose cette question, j'aimerais savoir en quelle année vous avez effectué vos travaux de recherche. La situation a-t-elle changé depuis 2018, c'est-à-dire depuis que Jérusalem est reconnue entre guillemets comme capitale d'Israël? Alors mon travail doctoral, il était entre 2014 et 2018, donc j'y étais environ 3 mois par an sur ces années-là. Je suis pas sûre que ça ait... Alors, Jérusalem reconnue capitale d'Israël, ça dépend par qui. Pour le droit international, toujours pas, mais bon, évidemment, la position des États-Unis est a des conséquences majeures. Je suis pas sûre que ça ait eu tant d'impact sur la diffusion du français, mais je peux pas du tout l'affirmer parce que depuis cette date, j'ai pas pu y retourner. Et mes travaux ont porté sur d'autres sujets par la suite. Donc je pourrais pas l'affirmer, mais dans ce que je connais un peu de plus loin maintenant, la situation n'a pas profondément changé en ce qui concerne la diffusion du français. Ça pourrait être intéressant de savoir comment ça a impacté la diffusion de l'anglais, par exemple. Ok, merci infiniment pour toutes tes réponses et d'avoir pris le temps de venir avec nous ce matin, Clémentine. Merci beaucoup à toutes celles et ceux qui suivent ce séminaire. Et je voudrais conclure en vous donnant la prochaine date de rendez-vous, qui sera aussi la dernière de ces séminaires matinaux. On aura le plaisir d'entendre Marie Keshtin, qui est une chercheuse sur les questions d'écologie politique. Et elle nous parlera d'une recherche qu'elle a menée, vous verrez, c'est une enquête presque policière sur le gaz de couche de carbone en Moselle. Voilà, et cette rencontre aura lieu le mercredi 5 mai, comme d'habitude, de 9h à 10h. Je vous remercie, merci encore 1000 fois Clémentine pour cette présentation passionnante. Tu as plein de remerciements à l'intérieur du chat, je te laisserai les lire plus tard. Je suis vraiment désolée, j'ai pas pu lire le commentaire d'Olivier Mas, mais je vous laisse échanger par la suite ou lors de notre journée complète avec des ateliers dont on vous parlera en mai. Merci beaucoup. Merci à tout le monde, merci pour vos questions.